d'abord. Bonjour, bonjour à tous. Et merci d'être venu à notre rencontre. Je remarque avec beaucoup de plaisir que ce sont des visages extrêmement souriants et accueillants qui vous accueillent quand vous entrez dans cette salle. Vous poursuivez dans le livre qui paraît aux éditions Grasset, La pensée de Dieu, votre exploration de l'univers et sa quête de sens. Ce livre commence par cette question posée par une jeune fille à Einstein, et c'est la réponse qui va donner son titre à ce livre. Elle lui demande qu'est-ce que vous cherchez dans les équations, professeur, et il lui répond: je veux connaître la pensée de Dieu. Une phrase qui aujourd'hui encore fait débat et suscite les discussions. Alors pourquoi est-ce que l'univers existe? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien? C'est une question que nous nous posons tous. Pourquoi est-ce que ce quelque chose est si bien réfléchi, semble si logique? C'est ce que vous tentez d'expliquer dans ce livre où nous croisons les grandes figures de la science, toute l'école de Göttingen, on croise beaucoup de mathématiciens, la théorie des nombres, on apprend vraiment beaucoup de choses dans ce livre-là. Alors vous ébauchez au départ trois réponses, vous allez me dire laquelle à votre faveur. Est-ce que c'est le hasard qui a fait notre monde? Est-ce que notre monde est la version gagnante de beaucoup d'univers qui en seraient des versions perdantes, des versions chaotiques? Ou est-ce que tout cela a été pensé, ordonné, qu'il y a quelque chose qui a écrit un scénario? Je vous laisse répondre pour démarrer, puis ensuite nous passerons la parole à la salle. Je vous en prie. Merci de cette excellente introduction et merci d'être si nombreux pour nous accompagner dans cette demi-heure à peu près de présentation, parce qu'il faut que vous ayez largement la parole et que vous puissiez en effet évoquer toutes les questions qui vous traversent. La réponse à cette introduction, c'est qu'en effet, il y a plusieurs façons de répondre à la question de pourquoi suis-je ici, pourquoi l'univers est-il là, et pourquoi est-il comme il est? Est-ce qu'il aurait pu être différent? Et la réponse, en fait, les philosophes l'ont abordée de différentes façons jusqu'ici. Mais le premier message que je voudrais vous transmettre, c'est que nous avons tous la chance, vous avez la chance, de vivre une époque exceptionnelle, une époque unique dans l'histoire de la pensée, donc dans l'histoire de l'humanité, parce que pour la première fois, ce que nous disons dans la pensée de Dieu, et vous découvrirez pourquoi, si vous nous donnez à nous le plaisir en tout cas de lire ce livre, vous verrez que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce début du XXIe siècle, qui est très privilégié de ce point de vue-là, que pour la première fois des intuitions très anciennes de philosophes, parfois même de spiritualistes, de métaphysiciens, d'hommes de religion, se trouvent confirmés par la science, et d'une manière assez extraordinaire, assez exceptionnelle. Je racontais tout à l'heure à France Bleu une aventure qui nous a beaucoup touchés, d'une dame qui a atteint l'âge vénérable de 107 ans. Cette histoire, cette anecdote nous a été racontée par un ami qui est à la direction de la communication du Centre national d'études spatiales, donc le fameux CNES, qui envoie des fusées un petit peu partout, en orbite en tout cas autour de la Terre. Et il nous raconte, il y a quelques jours, cette aventure phénoménale qu'il a vécue, parce qu'il a lui-même été très étonné, de cette dame qui lui dit, après qu'il lui ait donné le livre, j'ai lu, donc le livre, donc La pensée de Dieu, j'ai lu votre livre, enfin le livre que vous m'avez donné. Et d'abord, j'ai tout compris, ce qui nous a fait plaisir, parce que c'est vrai que ces questions parfois sont compliquées, mais en tout cas, nous nous efforçons d'y répondre de manière la plus simple possible. C'est ça le maître mot de ce qu'on appelle la démocratie du savoir, Rigor et moi. Poser des questions, oser les questions compliquées, ou les poser, mais y répondre de manière aussi simple que possible. Car je crois que tout le monde peut accéder à des réponses, même lorsqu'elles sont sophistiquées, même lorsqu'elles mettent en cause des sciences très fondamentales, comme les mathématiques. Tout le monde peut y accéder. D'ailleurs, l'un des personnages dont on parle, l'un des héros de notre livre, dit pour qu'une découverte soit avérée, il faut qu'elle soit compréhensible par tout le monde, même ceux qui n'ont pas fait de sciences, même ceux qui n'ont pas fait de mathématiques. En tout cas, c'est ce que nous pensons. Et elle dit, j'ai tout compris, cette dame. Et elle rajoute ceci, qui nous a bouleversés, Igor et moi, il faut le dire. Elle rajoute pendant plus de 100 ans, c'est-à-dire dès l'âge de 7 ans, en fait, si on calcule, je me suis posé des questions sur le sens de ma vie et sur l'univers en général, sur le pourquoi des choses, sur le comment de cet univers, sur sa naissance, son évolution et son sens aussi. Et pour la première fois, je trouve des réponses.
Mais ces réponses, ce n'est pas parce que c'est nous qui les amenons, c'est parce que, en fait, les scientifiques que nous mettons en scène dans cet ouvrage, ces scientifiques-là, petit à petit, approchent de ces réponses et nous les mettons en scène de manière telle que, à travers toute l'histoire dont vous avez parlé, c'est cette grande université de Göttingen, les mathématiciens du monde entier se sont retrouvés dans ce temple du savoir autour des années 1900. Ces questions sont fondatrices et ces réponses sont porteuses de lumière. Et elle nous dit, grâce à vous, je ressens un bonheur que je n'avais pas ressenti jusqu'alors, et je ressens une plénitude et une sérénité que je ne connaissais pas. Alors, ceci, pour nous, est un vrai trésor. Parce que nous nous disons que ce livre-là apporte en effet quelque chose comme une sérénité peut-être philosophique, en tout cas des connaissances nouvelles sur notre monde, sur sa raison d'être, notre monde, je veux dire par là, l'univers tout entier. Mais quand on généralise les questions qui se posent, on en arrive à la question ultime. Comment est-ce que l'univers a commencé? Je prolonge d'ailleurs ce que vous avez eu la gentillesse de mettre en évidence à propos du titre. Einstein, lorsqu'il est interrogé par cette jeune étudiante de physique théorique, il lui répond, avant de dire qu'il s'intéresse à la pensée de Dieu, il lui répond ceci. Ça, c'est une phrase historique, qui est absolument une citation que vous trouverez partout. Il lui répond: je ne suis pas intéressé par tel ou tel phénomène, tel ou tel élément de la matière. Ce que je veux comprendre, c'est comment Dieu, je pose le mot parce qu'il fallait beaucoup d'audace pour dire ça, le plus grand physicien du XXe siècle pratiquement, et de plusieurs siècles, qui ose dire ça. Je veux comprendre comment Dieu a créé l'univers. Et il rajoute, je veux comprendre la pensée de Dieu. Et il rajoute encore, tout le reste n'est que détail. Ça c'est phénoménal, c'est fascinant cette phrase. Tout le reste n'est que détail. Donc quand on pense à la matière avec lui, c'est quelque chose qui se perd dans le fragment. Ce qui compte pour lui, c'est de comprendre, comme il le dit, la pensée de Dieu. Et là commence notre interrogation à nous. Pourquoi le grand Einstein a-t-il dit cela? Qu'est-ce qui l'a poussé à aller aussi loin, à franchir une frontière? La deuxième question qui se pose, c'est comment est-ce qu'à la lumière, à la faveur des progrès de la physique théorique, de la physique mathématique, de la science d'aujourd'hui, on peut éclairer cette phrase? Comment peut-on la comprendre et qu'est-ce qu'elle nous amène de nouveau? Et bien c'est là que je dis que nous vivons une époque fascinante, parce que pour la première fois, des dispositifs qu'on dit expérimentaux permettent de documenter des réponses et permettent pour la première fois dans notre histoire d'apporter des réponses nouvelles. Je cite juste deux de ces dispositifs dont nous parlons dans ce livre en détail. Le premier, c'est un satellite qui fouille la première lumière émise par l'univers. Cette première lumière, c'est l'écho du Big Bang. Et vous savez, il faut que vous le sachiez, le Big Bang, c'est un phénomène unique qui s'est produit il y a 13 milliards 750 millions d'années. On sait dater aujourd'hui, les physiciens le savent, cet événement magistral. Il faut vous imaginer qu'on est dans quelque chose qui ressemble au néant, qui n'est pas le néant tout à fait, puisque cette particule qui commence la vie de l'univers est très 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 petite, elle existe, elle a une longueur, c'est-à-dire un rayon que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de rayon de Planck, longueur de Planck, c'est 10 puissance moins 33 cm. C'est-à-dire un zéro, une virgule, 32 zéros derrière la virgule, il y a un petit 1. Donc c'est extrêmement petit, c'est infime. C'est 1 milliard de milliards de fois, 1 milliard de milliards de milliards de fois plus petit que le noyau de l'atome d'hydrogène. Ça, c'était l'univers au moment du Big Bang. Sachez qu'à la première seconde après le Big Bang, l'univers observable, comme on dit, fraction de seconde, il est à peine plus grand qu'une orange. Et puis quelques instants plus tard, il est grand comme cette pièce. Donc tout ce qui fait ce qu'on appelle la matière-énergie de l'univers tenait dans une région extraordinairement petite. C'est éblouissant déjà de se rendre compte de ça, de se rendre compte que nous venons
d'une particule unique qui marque le début du déferlement de la matière. Et lorsque 380 000 ans plus tard, la matière primitive se découple des photons, c'est-à-dire que les photons, c'est-à-dire les grains de lumière, commencent à voyager indépendamment de la matière. Parce que la température, qui est de 3000 degrés, est assez basse pour permettre la libération des photons. Ce courant de photons voyage, et il voyage jusqu'à nous, et nous montre l'univers tel qu'il était 380 000 ans après cette explosion qu'on appelle le Big Bang. Quand le personnage qui a découvert, il s'appelle George Smoot, c'est un Américain, qui a découvert les premières photos qu'il a prises grâce à un satellite en 1992, il les montre à ses collègues de l'Académie, donc ses collègues américains, tous ces savants qui sont rassemblés autour de lui. Il est pris d'une telle émotion qu'il se dit et qu'il s'écrit, c'est comme voir le visage de Dieu. D'où le titre de notre livre précédent. On pourrait penser que ce sont des titres non scientifiques, en fait, ce sont des titres prononcés par des très grands scientifiques. En 2006, celui qui a prononcé cette phrase a eu le prix Nobel. Et il a découvert quelque chose d'inouï. Le visage de Dieu, pourquoi? Parce qu'il voyait dans cette première lumière un ordre incroyable pour lui, et il a conclu cette phrase dans un de ses livres, qui s'appelle Les Rites du Temps. Quelques années plus tard, en 1996, il publie ce livre, et il écrit dans ce livre, l'univers, après que j'ai observé donc la première lumière, pour moi, l'univers n'est pas le résultat d'un accident cosmique. Nous nous sommes donc posé la question. Si on remonte au Big Bang et qu'on voit ce phénomène se déclencher à un temps qui n'est pas le temps zéro, mais qui est le temps de Planck est un grand physicien, qui a découvert que finalement il existe une fraction de seconde. Et cette fraction de seconde, on peut dire que c'est le moment où l'univers apparaît, mais ce n'est pas l'instant zéro. C'est 10 puissance moins 43 secondes. C'est très petit. Si l'univers naît à ce moment-là de quelque chose qu'on appellera le presque rien, qu'est-ce qu'il y avait avant? Et c'est là que nous nous sommes évidemment, Igor et moi, enfoncés dans cette question pendant des années et des années. On a fait des travaux de thèse de doctorat, moi en mathématiques et Igor en physique théorique, pour comprendre ce qu'il pouvait y avoir avant et d'où vient cette particule. D'où vient en même temps cette énergie qui se déclenche dans le vide? Et deuxième question, pourquoi se déclenche-t-elle avec un ordre aussi grand, aussi bouleversant pour celui qui l'observe? Nous allons passer aux questions si vous le voulez bien. Alors Sandra est par ici avec son micro. On va essayer de s'occuper chacune d'un côté de la salle. Qui veut poser la première question à Grishka, que vous venez d'entendre, ou à Igor Bogdanov? À se lancer, les femmes sont plus courageuses en général, la voilà, vous l'avez bien dit. Je vous écoute, madame. Bonjour, monsieur. Parlez bien dans le micro. Bonjour, monsieur. J'aurais voulu savoir, d'après vous... J'aurais voulu savoir, d'après vous, quelle est votre observation ou découverte personnelle et qui aurait pu, pour vous, évidemment, avoir un impact sur ce que nous savons actuellement sur le début de l'univers. Et votre découverte à vous, ce que vous, personnellement, auriez pu découvrir ou observer. En tout cas, c'était le résultat de nos réflexions. Je ne sais pas si nous avons vraiment découvert quelque chose, parce que tout ça s'emboîte dans des questions qui sont d'une très grande complexité et qui impliquent beaucoup d'hypothèses. Mais nos travaux, en tout cas nos recherches, pendant pratiquement 10 ans, ont porté uniquement sur ça. C'est-à-dire que nous avons fait pendant 10 ans de la télévision, peut-être que certains ont souvenir d'une émission que nous avons produite sur TF1 et que nous avons présentée qui s'appelait Temps X. Et bienvenue dans la 4e dimension. Et c'est intéressant parce que la 4e dimension, c'est la manière dont on désigne le temps, justement. Eh bien, en fait, après 1990, en 1991, on a décidé pendant 10 ans de faire autre chose et justement de répondre à cette question fondatrice, d'où vient le Big Bang? C'est ça la vraie question et c'est ça que vous posez. En réalité, pour ça, il faut passer une barrière qu'on appelle le mur de Planck. Le mur de Planck, c'est une barrière phénoménale en termes d'énergie. C'est l'énergie la plus élevée que l'on puisse concevoir. 10 puissance 19 gigaélectronvolts. Alors,
ça a l'air de pas grand-chose finalement. 79 gigas à l'écran vote, ça pourrait être la mesure que l'on donnerait à, je ne sais pas, non pas un four à micro-ondes quand même, c'est pas plus que ça. Mais quand même, on a l'impression que c'est un chiffre qu'on... Mais c'est les puissances qui rendent la chose étonnante. 10 puissance 19, c'est beaucoup. Je vais vous étonner en vous disant que l'univers, il n'existe que depuis 10 puissance 17 secondes. Depuis le Big Bang. C'est que 10 puissance 17 secondes, ça correspond à peu près 13 milliards 750 millions d'années. C'est 10 puissance 17. Donc, c'est pas... donc dès qu'on entre dans les puissances, eh bien, on perd un peu le fil de l'intuition. C'est pour ça que 10 puissance 19, c'est énorme. Il n'y a pas que ça, il y a une température qui est 10 puissance 32 degrés. Cette température, c'est la température de cette particule, donc de ce jaillissement d'énergie, au moment où ça se déclenche. Alors, ça correspond à quoi? 10 puissance 32, c'est 32 zéros derrière le petit 1 qui est au début. Alors, 32 zéros. Vous savez que 10 puissance 9, ça fait 1 milliard. 10 puissance 18, ça fait 1 milliard, 2 milliards. 10 puissance 27, ça fait 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards. Et puis, si on rajoute les 4 qui nous séparent donc 27, et même 5 qui nous séparent de 32, ça fait donc 10 000 milliards de milliards de milliards de degrés. C'est fou, hein? 10 000 milliards. Alors, si vous savez que, si vous devez compter jusqu'à 1 milliard, prenez par exemple ces bouteilles, vous allez me dire, bah, je vais compter les bouteilles, je vais en compter 1 milliard. Eh bien, pour compter jusqu'à 1 milliard, il vous faudra, à vous tous, 80 ans à peu près, sans vous arrêter. Donc vous voyez ce que c'est que 10 000 milliards de milliards de milliards. Alors, pour répondre à votre question, en quelques instants, ce que nous avons fait, nous avons passé cette muraille d'énergie, cette muraille de température, ce mur de la température, et nous avons découvert autre chose derrière. Enfin, découvert. Les mathématiques nous ont montré qu'il y avait autre chose en deçà. Alors, c'est un peu trompeur de dire ça, parce que on pourrait penser que si cet avant Big Bang que nous avons exploré dans nos thèses existe, ça signifierait que le temps existe là-bas. C'est-à-dire qu'il y a un avant. En fait, non. Parce que le temps cesse d'exister, et même l'espace, sous la forme que nous lui connaissons. Il n'y a plus d'espace et il n'y a plus de temps mesurable là-bas. Ça, tous les mathématiciens, physiciens théoriciens sont d'accord. Ils sont d'accord pour dire que c'est une barrière et qu'en delà de cette barrière, en deçà, commence une autre forme de géométrie. Certains l'appellent la géométrie non commutative, pour des raisons qu'on pourrait expliquer. Certains l'appellent la géométrie quantique, certains l'appellent la gravité quantique, enfin, différentes façons de désigner, mais le temps, en tout cas, n'existe plus. Et ce que nous avons montré, Igor et moi, alors je pense qu'en effet, on a été les... J'ai pas envie de dire qu'on a été les premiers à se poser ces questions-là, mais les premiers à s'intéresser suffisamment à la question pour y apporter un tout début de réponse personnelle. Alors, je ne veux pas dire qu'elle est universelle, hein, mais c'est la nôtre en tout cas. Et dans nos travaux, nous avons pu montrer que mathématiquement, ce monde qui commence est un monde donc différent, où le temps n'est plus le temps réel, celui qu'on mesure sur les montres, mais devient un autre temps. Alors quel autre temps? En physique, il existe un temps qu'on utilise, qu'on appelle, dans la mécanique quantique notamment, vous avez tous entendu parler de la mécanique quantique, c'est une mécanique qui s'intéresse à l'infiniment petit, et on a recours à d'autres formes du temps pour comprendre les phénomènes qui se passent à cette échelle si petite, 10 puissance moins 11, moins 12, moins 15, moins 20, c'est des petites distances, très petites. Là, le monde que l'on appréhende est très différent. Il ne correspond plus à ce qu'on appelle la mécanique classique. Nous vivons dans un monde classique. Alors, dans ce monde classique, notamment, je vais vous donner un exemple. Dans ce monde classique, si je déplace ce crayon et que je veux le déplacer le plus rapidement possible, je vais tracer dans l'espace une ligne droite.
Ça, c'est ce qu'on appelle une géodésique dans le discours des physiciens, surtout le discours relativiste. C'est-à-dire c'est le plus court chemin d'un point à un autre, dans l'espace-temps. 4 dimensions, 3 dimensions d'espace, 1 dimension de temps. Nous vivons tous dans l'espace-temps. Vous êtes tous dans ce qu'on appelle votre petit cône de lumière, qui vous sépare des autres cônes de lumière. C'est-à-dire vous êtes un point dans l'espace-temps. Et lorsque vous vous déplacez, même sans bouger, vous vous déplacez quand même dans l'espace-temps parce que le temps continue pour chacun de nous. Donc on est dans l'espace-temps. Et dans l'espace-temps, les trajectoires, ce sont des lignes droites. Et on peut les mesurer mathématiquement, ça signifie quelque chose. Maintenant, dans ce monde très différent qu'on appelle le monde quantique, donc là, ça devient très très petit, si je descends par exemple dans ce crayon, puis que je regarde les molécules, puis les particules élémentaires qui forment ce crayon, j'entre dans une description quantique de ce crayon. Et là, tout change. Parce que les trajectoires des particules ne sont plus des lignes, c'est plus linéaire si vous voulez, c'est plus des lignes droites, a fortiori des lignes droites, mais ce ne sont pas en tout cas des lignes, ce sont des faisceaux, des ensembles qu'on appelle des fonctions d'onde, avec des amplitudes de probabilité. C'est-à-dire que tout devient un peu nuageux, un peu flou. Et dans ce flou quantique, les trajectoires ne sont plus décrites nécessairement par le temps réel, mais par un autre temps. Et c'est là que nous sommes, Igor et moi, immergés dans ce travail depuis maintenant des années, dans un temps qu'on appelle le temps complexe. Vous avez tous le souvenir de ce que sont les nombres complexes. Vous avez tous fait des mathématiques, disons, en terminale. Alors, qu'est-ce qu'un nombre complexe? Pose la question. I2 égale -1. Voilà, ça c'est la partie imaginaire du nombre complexe. Le nombre complexe, c'est A plus I fois B. I, c'est le symbole qui représente, comme vous l'avez dit très justement, qui représente les nombres imaginaires. Les nombres réels, c'est A, les nombres réels, c'est B, mais il y a quelque chose qui va changer, la deuxième composante, qui est I. Alors, un nombre complexe, c'est un nombre très différent des nombres réels. Les nombres réels, leur carré est toujours positif. 2 fois 2, ça fait 4, moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Mais en revanche, si vous prenez par exemple un nombre imaginaire pur, I au carré, comme vous l'avez dit très justement, est égal à -1, donc par exemple, 2I au carré, ça fait -4. Vous êtes d'accord? Ces nombres-là, ils sont utilisés en mécanique quantique. Et notre idée, pour répondre à votre question, ça a été d'utiliser cette famille de nombres pour décrire ce qui se passe pour le temps à l'échelle de l'avant-Big Bang. Et là, nous avons découvert un nouveau temps, qu'on appelle le temps complexe, un temps qui, en quelque sorte, se dédouble en une partie réelle et une partie imaginaire. Jusqu'à ce qu'à 0, l'instant 0, on tombe sur du temps imaginaire pur. Ça, cet instant 0, c'est mystérieux, c'est inouï de penser que à un moment, l'univers, c'est plus une particule, c'est devenu, sur ce point 0, un point. Un point qu'on appelle la singularité initiale de l'espace-temps, et sur ce point, il y a quelque chose qui correspond donc à des intuitions qui ont été développées par tous ces mathématiciens que nous citons dans notre livre, certains en parlent même explicitement. Sur ce point, il y a quelque chose d'infiniment mystérieux, d'infiniment intriguant. C'est peut-être la question suivante. Alors c'est la question en tout cas de monsieur qui s'est souvenu des nombres complexes. Donc une question pour monsieur. Oui, Pierre Michaud, ex-chercheur scientifique. Donc avant de venir à cette conférence, je me suis largement documenté, enfin je vous connaissais déjà, sur votre vie scientifique. Et là, j'hésite à poser la question, mais je pense qu'il faut la poser. Bon, la communauté scientifique nationale et internationale est assez critique sur la valeur de vos travaux et vous traite, je reprends les termes d'un, je ne me rappelle plus du terme, d'illusionniste et de prestidigitateur de la vulgarisation. Alors qu'en pensez-vous? Non mais la question mérite d'être posée, d'ailleurs Igor peut répondre, je vais quand même monopoliser le discours pendant trop longtemps. Alors, Igor, s'il vous plaît. C'est lui qui va répondre. Oui, donc en effet, nous sommes depuis que nous avons... alors ça répond partiellement à la question que vous avez posée sur nos travaux, depuis que donc, nous avons poussé une porte
que la communauté scientifique a toujours considéré comme une porte interdite, à savoir ce qui s'est passé avant le Big Bang. Lorsque, dans les années 90, nous avons écrit un livre qui s'appelait Dieu et la science avec Jean Guiton, et que nous avons en face de nous Jean Guiton, qui nous demande, mais vous parlez du Big Bang, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Et c'est à ce moment-là que nous avons pris conscience de l'importance de cette question, d'autant plus que, en nous tournant vers les scientifiques qui à l'époque s'intéressaient donc à la cosmologie de type Big Bang, nous avons malheureusement recueilli aucune réponse. C'est-à-dire qu'aucun des scientifiques vers lesquels nous nous sommes tournés à l'époque ne nous a répondu sur cette question, que s'est-il passé avant le Big Bang? Et c'est la raison pour laquelle, Kachka et moi, nous nous sommes lancés dans cette aventure nous-mêmes, en nous disant, bon, puisque nous n'avons pas de réponse dans la science, eh bien nous allons nous-mêmes plonger au fond de la mine et tenter d'y trouver une réponse. Évidemment, nous avons dès le départ suscité l'hostilité de disons, de nombreux scientifiques et cosmologistes ou astrophysiciens qui nous ont dit, écoutez, la question que vous posez est aussi stupide que de se demander s'il existe un point qui serait situé plus au nord que le pôle Nord. Voilà. Donc, votre question n'a pas de sens. Malgré tout, Kachka et moi, nous avons tenu bon et nous avons réussi, si on peut dire, à convaincre le patron de l'école doctorale, notre directeur de thèse de l'époque, de nous encadrer dans cette recherche. Ils l'ont fait comment? Ils l'ont fait en nous disant, écoutez, la seule façon pour vous de répondre à cette question-là, c'est pas de regarder seulement du côté de la physique, parce que là, vous n'y trouverez pas de réponse. Il faudra que vous regardiez du côté des mathématiques. Et en particulier de ces mathématiques qui émergeaient à l'époque, qu'on appelait les groupes quantiques, qui sont des mathématiques qui, du point de vue du professeur Plateau, qui était notre patron de thèse, étaient le seul outil qui nous permettrait de franchir ce fameux mur qu'on appelle le mur de Planck, Kachka en a parlé tout à l'heure, le seul outil parce que c'était l'équivalent, si on peut dire, dans le monde quantique de la théorie à notre échelle, de la théorie classique, dans le monde de ce qu'on appelle la théorie des groupes. La théorie des groupes classique s'applique à la description des phénomènes à notre échelle, alors que la théorie des groupes quantiques permet, parce que c'est une algèbre qui déforme, si on peut dire, le groupe classique, vers un groupe quantique, et dans le monde déformé que nous avions, déformé par les conditions extraordinairement différentes qui règnent en deçà du Big Bang, ben dans ce monde déformé, il fallait employer un autre outil mathématique que le professeur Plateau nous a, si on peut dire, c'est lui qui nous a mis en contact avec cet outil-là. Il en était d'ailleurs l'un des initiateurs, il en était l'un des créateurs, et c'est la raison pour laquelle, grâce à lui, eh bien, nous avons pu percer, ou en tout cas nous avons, je pense, été les premiers à nous aventurer dans cette région si particulière qu'on appelle l'avant-Big Bang. Alors bien sûr que ça a suscité, lorsque nous avons publié les premiers articles, et ensuite lorsque nous avons publié nos thèses, ça a suscité beaucoup de débats dans la communauté scientifique. Mais au fond, bon, ce genre de débat est assez classique dans le monde de la science. On sait que la plupart des scientifiques qui se sont aventurés au-delà des paradigmes habituels se sont trouvés confrontés à des critiques. Pour preuve, en l'an 30, déjà à l'époque, Sénèque, que vous connaissez, écrit un petit traité qu'il appelle le petit traité de la colère. Et dans ce petit traité de la colère, il examine les différentes formes de revendication, de réaction, etc. Il y a une phrase qui nous a interpellés, Kachka et moi, parce que Sénèque dit « Je mesure la validité de mes idées à la colère qu'elles suscitent ». C'est vrai que Kachka et moi, on suscite énormément de colère dans la communauté scientifique, depuis 2001, 2002, depuis la date à laquelle nous avons commencé à publier, mais peu importe, parce qu'au fond, ce qui compte, ce sont les idées elles-mêmes, et c'est la manière dont elles résistent à la critique, et c'est la manière dont elles parviennent à susciter, à leur tour, d'autres voies de recherche. Lorsque nous avons été en 94-95
nous étions autour de la table avec les gens du laboratoire de Bourgogne, avec Flatto, avec Steinheimer, avec d'autres. Nous avons donc réfléchi à ce que pourrait être le devenir de cette science, entre guillemets, d'une cosmologie avant le Big Bang. Nous, à cette époque-là, on était assez peu, comment dire, on n'avait pas de réelle vision de ce que ça pourrait devenir, mais on savait qu'on était les seuls, Grishka et moi, à se poser cette question-là. Aujourd'hui, si vous regardez la littérature, vous verrez que les scientifiques qui se préoccupent de l'avant-Big Bang sont maintenant pléthores. Il y en a plein. L'avant-Big Bang, que ce soit Penrose, que ce soit Silk, que ce soit plein de scientifiques, aujourd'hui, se posent la question, mais est-ce qu'il existait une réalité avant le Big Bang? Alors que, à l'époque, nous étions les seuls. Donc finalement, en poussant cette porte-là, alors qu'elle était interdite, eh bien, nous avons permis à d'autres de nous y suivre et de se poser à leur tour une question qui est extraordinairement intéressante de notre point de vue, que s'est-il passé avant le Big Bang? Alors pour répondre rapidement à votre question sur la colère suscitée, sur la... Non, c'est pas la vôtre, la colère. Hein. La colère dont vous parlez, qui est une colère, je dirais, presque inévitable et probablement salutaire. Je pense que c'est peut-être le signe que nous avons mis le doigt sur une question... C'est comme un moteur à explosion. Là, il y a une explosion, puis ça avance. Une question de monsieur. C'est un peu rapide, mais c'est ça. Monsieur, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Alain. D'abord, moi je trouve que vous n'êtes pas des prestidigitateurs, hein, et puis vous me rappelez ma jeunesse, voilà. Merci. Et ravi de faire votre connaissance. Deux questions, deux petites s'il vous plaît. Que pensez-vous des trous noirs dans l'espace? Donc, quel est votre avis sur ce phénomène quand même très mystérieux? Pour l'instant, les scientifiques, vous-même, on a beaucoup d'interrogations. Pensez-vous qu'il puisse y avoir quelque chose, une autre dimension, etc. Enfin, votre avis, s'il vous plaît. Puis la deuxième question, sur la pensée de Dieu. La pensée voudrait dire que nous sommes à l'intérieur de quelque chose qui est physique. Donc ma question serait, nous-mêmes étant un corps physique doté d'une pensée qui est située à un endroit bien précis, ma question serait, l'univers étant constitué de matière, est-ce que Dieu lui-même serait constitué de matière et donc doté d'une pensée? Pourquoi pas notre univers serait à l'intérieur de ce fameux Dieu, comme dirait Stephen Hawking, que vous connaissez certainement, les fameux univers parallèles. Enfin, vous connaissez un petit peu sa thèse sur les univers dans un univers, etc. Si je ne dis pas trop de bêtises. On démarre par les Merci trous noirs, beaucoup. peut-être. Les trous noirs. Grishka. Oui, les trous noirs. D'abord, c'est un mot fascinant. Le trou noir qui a été inventé vers le début des années 60, qui a commencé à se répandre à partir de 1965, et on doit ce beau néologisme, ce mot, à un physicien très, très important, qui est peut-être moins connu que son importance mérite, qui s'appelle John Wheeler. John Wheeler a été très inspiré un jour en se posant la question comment désigner ces objets si mystérieux. Alors, qu'est-ce qu'un trou noir? C'est la question que vous posez, et en quoi est-ce que ça nous amène aux frontières de l'espace-temps? En fait, un trou noir, a priori, ça démarre de manière très classique. C'est-à-dire que si on prend un trou noir, c'est le résultat d'un processus dynamique. C'est le résultat d'un processus dynamique. Alors, quel processus et de quoi ça part? Ça part, en fait, de ce qu'on appelle les étoiles massives. Les étoiles, il faut le dire, plus importantes que notre Soleil. Pourquoi? Parce que ces étoiles massives, eh bien, à un moment, elles finissent par brûler tout leur carburant. Imaginez le Soleil. Imaginez qu'il soit plus gros. Imaginez qu'il continue à brûler pendant des milliards d'années. C'est vrai que le Soleil, ça fait déjà plus de 4 milliards d'années, 4 milliards et demi d'années, qu'il brûle un carburant bien connu, vous connaissez tous, qui s'appelle l'hydrogène. L'hydrogène est converti en des, on
on va dire, des éléments plus lourds, de l'hélium, et puis après ce sera des éléments encore plus lourds, mais pour l'instant on s'en tient à ce qu'on appelle la première séquence, ou séquence principale, de conversion donc de ce matériau qu'on appelle donc l'hydrogène, et qui abonde dans l'univers. Il faut que vous sachiez quand même que l'univers est en majorité fait d'hydrogène. Je pense que près de 97%, peut-être plus, on n'est pas tout à fait sûr du chiffre, enfin en tout cas au moins 97-98% de la matière connue est faite d'hydrogène, de matière baryonique comme on dit. Alors, c'est même 99 selon certains, mais on n'est pas tout à fait certain des chiffres. Récemment, j'ai vu et j'ai participé avec Igor à des séminaires où on recule un petit peu cette frontière. Et là, je ne parle que de la matière baryonique. Bon, parenthèse fermée, ce qui est important, c'est que cet hydrogène qui brûle dans le soleil, dans les soleils en général, à un moment, il va s'épuiser. C'est comme un poêle où il n'y a plus, de carburant dedans, il n'y a plus de mazout, ça s'arrête. Là, ça va s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe au moment où tout a été brûlé? Ce sera le cas pour notre Soleil dans 4,5 milliards d'années. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, logiquement, il n'y aura plus de force de réaction nucléaire, donc il n'y aura plus d'expulsion de matière, et donc, à un moment, il n'y aura plus d'énergie, si on peut dire. Hein, c'est ça. Un poêle éteint, ça devient froid, il n'y a plus d'énergie. Eh bien, la matière résiduelle qui résultent donc de la conversion, qui sont des éléments lourds, nécessairement des éléments lourds, qui résultent donc de ce processus de digestion nucléaire qui s'est étalé sur des milliards d'années, cette matière, elle va commencer à tomber, puisqu'il n'y a plus ce feu nucléaire. Elle va commencer à tomber. Elle va, en quelque sorte, s'effondrer sur elle-même. On appelle ce phénomène un effondrement gravitationnel. Sachez qu'un effondrement gravitationnel se produit très rapidement. C'est dans quelques heures à peine, quand on décrit ce phénomène, on le décrit par des équations, et on voit qu'en quelques heures à peine, une étoile très massive, qui est beaucoup plus grosse que notre étoile à nous, que notre Soleil, eh bien, elle s'effondre sur elle-même, elle devient de plus en plus petite. À un moment, elle devient grande comme cette pièce. C'est quand même inouï de penser que si notre Terre se transformait en trou noir, si elle était assez massive, elle ne l'est pas, mais si elle l'était, elle deviendrait pas plus grosse qu'un petit pois. C'est-à-dire que toute la matière, que vous sachiez que toute la matière de la Terre tiendrait dans ma main, et ce serait un petit point. Je ne pourrais pas trop le faire tenir, d'ailleurs je pense que ça passerait à travers le sol et à travers tout. Ce serait ça, effectivement, le résultat. Mais la Terre ne peut pas se transformer en trou noir. En revanche, une étoile géante, elle le peut. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une limite? C'est la question qu'on pose scientifiquement. Est-ce qu'il y a une limite à cet effondrement? Les théories, enfin la théorie de la relativité, la théorie de la relativité générale en particulier, nous dit qu'il n'y a pas de limite. Le premier à avoir découvert ce phénomène s'appelle, vous le connaissez, vous connaissez le nom. Le tout premier, il s'appelle Schwarzschild, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'était un théoricien qui a disparu en 1916. Mais plus tard, Oppenheimer, celui qui a participé à l'effort nucléaire américain, Oppenheimer donc, a fait un papier dans les années 30-37 avec Snyder, un de ses collègues, sur ce qu'il appelait les singularités. Et puis, plus tard, sont arrivés donc, des gens comme Wheeler qui ont été plus loin et qui ont compris beaucoup de choses. À partir des années 70, on s'est vraiment intéressé de manière systématique à ces objets. Et donc, la question posée, c'est est-ce qu'il existe une limite? Donc, l'objet s'effondre à toute vitesse sur lui-même. C'est un cataclysme comme on ne peut pas l'imaginer. C'est des milliards de tonnes qui tombent comme ça sur elles-mêmes, qui se rassemblent dans un espace de plus en plus petit, de plus en plus petit. Et ce que nous dit la relativité, ça c'est tout à fait mathématiquement prouvé, mais ça l'a été également expérimentalement, c'est que lorsque vous concentrez de la matière sur elle-même, donc vous concentrez de la matière, vous créez ce qu'on appelle singularité gravitationnelle. En fait, vous amenez cette matière à créer une gravité de plus en plus importante. Ça, vous le savez d'ailleurs, tout le monde le sait. Si vous allez sur la Lune, qui est une matière moins dense qu'ici, c'est plus petit, eh bien, vous pèserez 2 fois et quelques moins. Si vous allez sur Mars, c'est pareil. Vous serez plus léger. Mais si vous allez sur une planète beaucoup plus grosse et plus dense que la Terre, vous pèserez beaucoup plus.
Eh bien, ça, c'est tout simplement un phénomène lié à la gravitation, qui elle-même est liée à la présence de matière. Donc, cette matière très condensée, elle produit une gravitation, ce qu'on appelle une hypergravitation, et cette hypergravitation devient telle à un moment, quand ça devient de plus en plus petit, parce que ce processus ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. À un moment, le Soleil il est grand comme cette pièce, donc ça ne s'arrête pas. Et à un moment, on va atteindre une phase où même la lumière ne pourra plus sortir. Donc si vous éclairez avec un rayon, eh bien le rayon va rester prisonnier de cette espèce de matière hyper dense, de sorte que c'est plus vraiment de la matière, c'est déjà c'est de la métamatière, si on peut dire. Eh bien, là, vous avez atteint un stade où on a formé un trou noir parce qu'il n'y a plus de reflet, on ne reflète plus la lumière, les photons, ce qu'on appelle les particules de lumière, ne sont plus libres. Ils sont pris dans cette cavité, dans ce siphon gravitationnel. Alors, il faut que vous le représentiez comme un siphon, c'est ça, un siphon où le rayon du siphon devient de plus en plus petit. Et pour conclure, qu'est-ce qu'on trouve au bout? Eh bien, on trouve ce qu'on appelle, ce que les gens comme Hawking, dont vous parliez tout à l'heure, appellent la singularité finale. C'est-à-dire un objet incroyable pour les physiciens, mais que les mathématiciens comprennent, qui est une sorte d'échappée hors de l'espace-temps, parce qu'on n'est plus dans l'espace-temps quand on est à ce niveau-là. Au niveau de la singularité, j'entends, c'est qu'on a dépassé l'horizon, on a dépassé beaucoup de choses, et on est au bout d'un processus d'effondrement. Ce processus, il faut l'imaginer comme étant finalement ponctuel pour certains. Ce point, il ne vivrait plus dans l'espace-temps, mais justement, pour nous, alors c'est une hypothèse personnelle cette fois, on n'est plus dans la science standard, on est dans une hypothèse, mais notre hypothèse est que l'extrémité finalement de ce siphon gravitationnel est représentée justement par une singularité. C'est à peu près admis par les physiciens mathématiciens, et des gens comme Hawking par exemple ont fait des calculs intéressants sur ça, et au bout on trouverait donc des objets ponctuels. Ces objets ponctuels ne vivraient pas dans l'espace-temps et ils vivraient justement dans un temps qu'on appelle le temps imaginaire. Et on retrouve des propriétés qui seraient assez semblables à celles qui ont entouré la singularité initiale cette fois, c'est-à-dire à l'origine de l'univers. Vous avez en partie répondu à la deuxième partie de la question de monsieur. Est-ce que vous voulez aller plus avant, Igor, peut-être? Alors, je sais que c'est une gageure, je vous demanderai d'être bref parce qu'il y a beaucoup de questions. On va essayer d'en prendre un maximum. Je vous en prie, Igor. En fait, ce qui me paraît intéressant, c'est de prolonger ce que dit Grishka, juste d'un mot à propos du temps imaginaire, parce qu'on parle de temps réel et de temps imaginaire. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que le temps réel, lui, il est associé à de l'énergie. Lorsque vous allumez une bougie et que vous la voyez brûler, vous voyez que l'énergie de la bougie se consume, si on peut dire, et se dégage dans le temps réel. Ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que en mathématiques, on va décrire ce phénomène sous la forme de ce qu'on appelle une variable conjuguée entre l'énergie et le temps. Il nous faut de l'énergie pour aller d'un point à un autre. Il a fallu l'énergie du TGV pour nous emmener de Paris à Nancy. La même d'ailleurs, en gros, pour repartir vers Paris. Et on est toujours dans le temps, parce qu'il nous a fallu 2 heures ou 1 heure 3 quarts pour venir de Paris jusqu'à Nancy. Donc il y a une variable conjuguée qui lie le temps réel à l'énergie. Alors maintenant, quand Grishka dit au fond de la singularité initiale, et c'est la même chose à propos de la singularité de l'espace-temps final, c'est-à-dire au fond du trou noir, lorsqu'on parle d'information, on dit qu'il y a de l'information là-dedans. Ça veut dire quoi? On parle de temps imaginaire, on dit voilà, il y a du temps imaginaire au fond des trous noirs, il y avait du temps imaginaire à l'origine de l'univers. Eh bien, la variable conjuguée entre le temps imaginaire et autre chose, cette variable conjuguée, elle lie le temps imaginaire à l'information. C'est ça qui est extraordinaire. Ça, c'est une propriété mathématique qui est indépendante de ce qu'on dit. Donc c'est intrinsèque, si vous voulez. Donc il faut vous représenter que si on pense en termes de temps imaginaire, un objet, eh bien cet objet, il n'est pas porteur d'énergie, il est porteur d'information. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est une vision mathématique, mais cette vision mathématique a un intérêt parce qu'elle prolonge une vision qui, tout en étant mathématique aussi pour la première, c'est-à-dire la conjugaison entre temps réel et énergie, eh bien elle la prolonge et nous donne
un indice de ce qui pourrait peut-être exister à l'origine de l'univers. C'est-à-dire non plus de la matière, mais de l'énergie. Et pour répondre, non plus de la matière et de l'énergie, mais de l'information. Et c'est pour répondre à votre question. Finalement, si on passe cette barrière du Big Bang, eh bien, tous les physiciens, et même ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, mais tous les physiciens sont quand même d'accord pour dire que la matière s'arrête là, qu'il n'y a plus d'énergie et de matière quand on passe cette barrière, il y a autre chose. Alors, cette autre chose, c'est notre hypothèse, et nous ne l'avons pas évidemment prouvée, parce qu'il faudrait remonter jusque-là pour la prouver, mais il y a quand même des indices indirects qui nous amènent à penser que cette autre chose, ça là, pourrait être de l'information. C'est-à-dire, c'est un concept qui est mathématiquement aujourd'hui bien compris. La théorie de l'information est une théorie très puissante et qui permet aujourd'hui de saisir autrement cet avant Big Bang qui est précédé par, justement, cette quantité d'informations qui correspond presque à un code. Alors, de même que tous les êtres vivants sont précédés par un code que vous connaissez bien, qu'on appelle le code génétique. Cette plante est précédée par un code génétique, et puis nous tous, nous sommes précédés par un code génétique. Eh bien, nous pensons, autre hypothèse, encore une fois, mais c'est une hypothèse que nous défendons avec beaucoup de vigueur, surtout lorsque on essaye de nous demander pourquoi nous pensons cela. Alors là, nous entrons dans les détails. Mais nous pensons qu'il existe un objet numérique, ou plutôt un état numérique de l'espace-temps, ou du pré-espace-temps, donc avant sa naissance. De même qu'il existe un code génétique avant les êtres vivants, il existerait un code cosmologique avant l'émergence brutale. C'est brutal, hein, cet événement, c'est le temps de Planck, c'est très petit, c'est très brutal de l'énergie, donc à 10 puissance moins 43 secondes, le temps de Planck, au moment du Big Bang. Voilà, c'est très rapidement dit, ça nous amène à comprendre que finalement la matière naît d'autre chose. Et c'est ce que dit finalement la cohorte de mathématiciens qui nous ont précédés, notamment cette fameuse école de Göttingen. Ils parlent, eux, d'une harmonie préétablie. C'est un mot magnifique. Retenez bien ce mot. C'est un mot qui a été créé par le grand, à la fois philosophe, mais aussi mathématicien, inventeur du calcul, inventeur. Il a fait émerger certaines étapes essentielles dans ce qu'on appelle le calcul intégral, le calcul différentiel, vous en avez tous fait à l'école. Eh bien, il s'appelait Leibniz, et Leibniz a dit un jour, après avoir réfléchi dans ses écoles philosophiques, comme il le disait, c'était le début des séminaires, il a dit, il existe une harmonie préétablie entre la matière et autre chose. Cette autre chose, c'est quoi? C'est l'ordre mathématique. Cette idée d'harmonie préétablie a été reprise au XIXe siècle par des immenses mathématiciens. Je citerai quelques-uns de ces mathématiciens parce qu'ils sont là dans le livre. Si vous vous intéressez à cette histoire, je pense que vous serez captivés. Des mathématiciens comme Felix Klein, qui est le plus grand organisateur qu'on n'ait jamais connu dans le domaine allemand, en tout cas des mathématiques. Il a créé de toutes pièces pratiquement les structures modernes de l'université de Göttingen, accompagné par un penseur hors pair qui s'appelle Hilbert, David Hilbert. David Hilbert est considéré comme un des plus grands mathématiciens de tous les temps. En tout cas, pour le XXe siècle, c'est certain. David Hilbert, qui était ami de Minkowski. Minkowski, qui est un immense mathématicien lui aussi, né en Russie, et puis ensuite émigré donc en Allemagne. Dans les années 1885, 86, 87, tous ces gens-là passent leur thèse de doctorat. Et puis on en arrive à des édifices qui se consolident. À partir de 1905-1906, naît la relativité d'Einstein. Et le professeur de mathématiques d'Einstein, l'un des professeurs, était donc le fameux Minkowski. Et Minkowski a été l'auteur de quelque chose, d'un concept extraordinaire qu'on appelle la géométrie de l'espace-temps. Il est l'auteur du mot espace-temps. Et ces gens-là se regroupent et ils ont tous, après avoir révolutionné, grâce à eux, on sait aujourd'hui qu'on vit dans un monde qui est un monde structuré par la relativité. Ils sont à l'origine des calculs fins qui ont permis à la relativité d'émerger, en particulier Hilbert. Et Grassmann et d'autres, ils sont tous passés par cette école.
ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils parlent tous, presque sans exception, de cette harmonie préétablie en reprenant ce concept de Leibniz. Et ils nous disent qu'il existe une harmonie entre le monde, les lois physiques d'un côté, et que par exemple si je lâche, je prends ce stylo, là je l'ai dans la main, que va-t-il se passer quand je vais ouvrir la main? Il va tomber, exactement. Il ne va pas rester suspendu, il va tomber. C'est une conclusion à laquelle l'un de vos, on va dire, concitoyens, s'appelle Poincaré, qui est d'ici, hein, vous le savez, qui est de Nancy, enfin, qui est né là, qui est couru presque ici, pas de chose qu'il ait dû venir ici d'ailleurs, cette pièce. Poincaré dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit les lois dans l'univers sont infiniment précises, et il rajoute donc qu'il n'est pas possible de se dérober à ces lois. C'est-à-dire que l'univers n'est jamais hors la loi. Je sais que si j'ouvre ma main, bien, le stylo va tomber, c'est sûr et certain. Parce que le stylo n'est pas hors la loi, que l'univers n'est pas hors la loi. Grande question, posée d'ailleurs par Poincaré à cette époque-là, parce qu'il s'est posé la question dans ce qu'il appelle, dans ce livre magnifique que je vous invite à lire, qui est un traité de l'hypothèse. Il se pose la question, mais d'où viennent les lois? Moi j'ai lu cette phrase chez Poincaré, d'où viennent les lois physiques? Et il y répond, parce qu'il lui aussi est passé à Göttingen, un peu comme son collègue Hilbert ou ses autres collègues, Minkowski, Klein et d'autres, ils répondent de la même façon. Elles viennent, ces lois, des structures qui leur donnent leur forme, c'est-à-dire des structures mathématiques. Il existe donc une harmonie, ce qu'il appelle une harmonie cachée, une sorte d'harmonie préétablie, mais préétablie, le mot est très important, préétablie entre la matière, le monde physique, et puis le monde mathématique qui est un monde immatériel. Alors, maintenant vous êtes quand même, vous tous, en face d'une question, mais harmonie préétablie, mais d'où ça vient? Comment comprendre ce concept de quelque chose qui serait préétabli? Si on se pose la question des lois physiques, d'où viennent-elles? Mais si on se pose la question des lois mathématiques qui seraient à l'origine de la physique, d'où viennent les lois mathématiques? Prenez le théorème de Pythagore. Théorème que vous connaissez tous, allez. Qui va le dire? Notre physicien peut le dire. Tout à l'heure, là, qui soulève les nombres complexes. Le carré est égal à la somme des carrés de l'autre côté. Voilà, bravo, c'est ça. Eh bien, ce théorème-là, inventé il y a 2500 ans, hein, découvert il y a 2500 ans, est sous une forme parfaite dès cette époque-là. Et il n'est pas perfectible. Personne ne peut revendiquer une façon de perfectionner ce théorème. Prenez un nombre pi, un nombre comme le nombre pi. Le nombre pi, c'est 3, 14, 15, 92, etc. Ce qui est extraordinaire, moi j'ai étudié ce nombre, justement, on fait un peu de théorie des nombres quand on fait des mathématiques pour une thèse. J'ai donc fait pendant 6 mois de la théorie des nombres. Et j'ai appris, parce que je ne le savais pas, j'ai appris quand j'ai regardé cette suite de décimales derrière la virgule, 3, 14, 15, 92, 65, 35, 67, etc. Vous connaissez peut-être ce nom mieux que moi. Eh bien, j'ai appris que cette suite de décimales qui va à l'infini, quand même penser qu'il y a plus de nombres dans pi qu'il y a de particules élémentaires dans tout l'univers. Est-ce que ça vous fascine pas? Est-ce que ça vous interpelle pas? Oui, bien sûr. Parce que lorsqu'on aura, avec le nombre pi, compté la dernière particule élémentaire de tout l'univers, il y a encore une infinité de nombres qui continuent. C'est pas fascinant? Mais il y a encore quelque chose de plus fascinant. Nous disons dans ce livre, et on raconte comment. Encore plus fascinant, c'est que ces nombres que l'on croit se dérouler au hasard. On pense que, après tout, il pourrait y avoir un 3 à la place d'un 2, ou bien lorsque j'ai un 3, 14, le 4, ça pourrait être un 5, 3, 15. Non, pas du tout. C'est pas le hasard. A été découvert très tôt, d'ailleurs au début du XXe siècle, mais même avant, il y avait d'autres formules. Mais surtout, la grande formule a été découverte en 1909. Un algorithme, comme on dit, c'est une formule qui permet de calculer des décimales de pi, des milliards de décimales derrière la virgule. Aujourd'hui, les grands calculateurs se servent de cette formule, découverte d'ailleurs par Ramanujan, un des plus grands de l'histoire des mathématiques.
C'est inouï. On croit que c'est au hasard, ça simule le hasard, comme le disent les mathématiciens, mais ce n'est pas du hasard. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une nécessité qui vient d'ailleurs, mais d'où? Qui a écrit le nombre pi? Voilà la question qui est posée par le grand Lindemann, découvreur en fait de l'algorithme, d'un des algorithmes nombre pi, et c'était le professeur du fameux Hilbert. Il s'est posé la question, il se dit, mais ce nombre pi, dont j'ai découvert la transcendance, qui découvre c'est un nombre transcendant. C'est pour ça qu'il est devenu célèbre dans le monde entier, du jour au lendemain, alors qu'il était à Göttingen. Il découvre ça. Pi est un nombre transcendant. Mais d'où vient cette transcendance ici? Mais comment se fait-il que ce chiffre soit si parfaitement, exactement réglé? Et deuxième, troisième découverte pour vous, à propos du nombre pi, ce nombre pi, vous le découvrez évidemment si je fais dans l'espace comme ça, je dessine un cercle, pi est là, sauf que le cercle est parfait et pi est infini. Comment comprendre ça? On fait un cercle fini, mais on a un nombre infini. Héraclite s'est posé cette question, c'est un philosophe, et il y répond d'une manière assez étonnante, mais moins étonnante que les mathématiciens qui ont ensuite été au cœur de cette question. Et je vous dis encore autre chose qui va vous ébranler, c'est que ce nombre pi, on le retrouve, le physicien le sait, dans de très nombreuses formules de physique. Très nombreuses formules de physique qui apparemment n'ont rien à voir avec le cercle, mais c'est là. Même dans les formules de probabilité. Lorsqu'on calcule des probabilités, pi est là. Moi j'ai fait des calculs avec des probabilités. Non, pi est là, mais vous le trouvez surtout dans les fameuses expressions des grandes constantes qui gravitent à l'échelle du Big Bang. C'est-à-dire, au moment où on utilise la constante de Planck, qui est la constante qui définit la matière à l'échelle infinitésimale, vous découvrez quoi? Vous découvrez des formules pour la longueur de Planck, pour le temps de Planck, et je m'arrête là, mais il y a pi dedans, avec ce qu'on appelle la constante barrée, h bar, sur 2pi, h sur 2pi. Mais imaginez l'émotion qui saisit le mathématicien lorsqu'il voit ça. Quelle est sa conclusion? J'ai discuté avec un mathématicien, et nous le disons dans ce livre, pi était là au moment du Big Bang, bien sûr qu'il était là, mais même avant. Parce qu'il passe la barrière, parce qu'il est indifférent à la matière, et que pi, bien entendu, au moment où on conçoit des cercles bien plus petits, dont le diamètre est bien inférieur au diamètre de Planck, les mathématiques nous y autorisent, eh bien, pi est là. D'où vient-il? Agnieszka, Igor, nous avons deux questions ici que nous allons prendre simultanément. Alors, tout d'abord monsieur ici, puis monsieur, je vous écouterai ensuite, et ensuite nous nous porterons de l'autre côté. Alors, tout d'abord, je suis content de vous voir par mon cerveau. J'espère que ce n'est pas une illusion d'optique. Alors maintenant, quand on fait de la science, il faut être précis. Vous avez parlé de Pythagore, il ne faut pas oublier de dire dans un triangle rectangle. C'est le plus important. Ensuite, vous avez parlé de nombre magique du petit i, bah, dans le carré est égal à moins 1. Moi, ce qui m'a toujours, pas choqué, mais vraiment ravi, c'est E puissance 2 pi égale 1. C'est-à-dire que, tenant transcendant, plus un nombre i, c'est égal à 1. Ah, non, c'est pas tout à fait ça. La vraie formule, c'est la formule de l'air, c'est E puissance i pi plus 1 égale 0. C'est E puissance i pi égale moins 1. Je crois que le physicien le sait. Absolument pas, c'est 2 i pi. Bon, c'est un détail. Non, c'est pas vrai. E puissance i pi. Bon, non, c'est rien. Il y a une relation entre des nombres transcendants, un nombre imaginaire et les 5 constantes. Maintenant, quand vous parlez de Poincaré, vous avez parlé de Raymond Poincaré qui est à Bar-le-Duc. Non, mais c'est le président de la République, je crois, c'est ça? Ah, mais c'est son cousin. Bon, donc il faut être précis. Bon, mais vous savez que le jour de l'indépendance Day, le 4 juillet, s'est produit au CERN, on a décelé une particule qui s'appelle le boson de Higgs. Alors, pour approcher le temps zéro, est-ce que vous avez prévu une autre particule et est-ce que vous l'avez détruite, par exemple, décrite, comme par exemple a été fait le neutrino par Pauli pour expliquer les forces internucléaires, ou par Hideki Kashita pour le méson? Alors, nous parlons, merci de poser cette question, nous parlons en fait de ce que les physiciens appellent le boson de Higgs, dans 2 chapitres de notre livre. C'est très important parce que depuis très longtemps, depuis 1964, on cherche à
à voir si le modèle standard sur lequel repose donc l'empilement de ce qu'on appelle les particules élémentaires est un modèle cohérent, et si ce n'était pas le cas, si ce fameux boson de Higgs n'existait pas, on aurait du mal à conserver le modèle standard. Alors, nous n'avons pas du tout la prétention d'inventer de nouvelles particules, mais en revanche, ce qui est important dans le boson de Higgs, c'est qu'il permet d'accéder, ça c'est très important, à des aspects très généraux de l'univers au moment du Big Bang. Ça, nous le disions dès, je dirais, le milieu des années 90, au moment où nous avons plongé dans nos travaux de thèse. Nous avons en fait postulé deux choses à cette époque-là. Le premier postulat, qui nous a valu beaucoup d'ennuis d'ailleurs en 99 à l'école polytechnique, quand j'ai soutenu ma thèse, j'ai été très contesté sur cette prédiction qui était liée à ma thèse. J'ai supposé, ou enfin plutôt résultait des calculs, l'existence d'un champ très mystérieux qui perturbait ce qu'on appelle la signature de la métrique, donc qui perturbait la distinction entre le temps réel et le temps imaginaire à l'échelle de Planck. Mais ce champ-là, une fois passé la barrière du Big Bang, continue d'exister sous la forme d'un champ scalaire, c'est-à-dire un champ à part entière, qui a une influence sur le comportement de l'univers, et selon les calculs, il sortait, et ces calculs que nous avons faits à 94, 95, pendant 2 ans, il sortait de ce calcul l'idée d'une accélération de l'expansion de l'espace-temps. Quand j'ai présenté cette idée devant le jury à l'école polytechnique, la réaction était très vive, parce qu'il n'y avait pas encore de confirmation de ce qu'on appelle les modèles d'énergie noire. Vous avez tous entendu parler de l'énergie noire. C'est une énergie mystérieuse et dont on sait qu'elle est vraisemblablement associée à une accélération du facteur d'échelle de l'expansion de l'espace-temps. Ça, c'était une première prédiction. Donc on a, d'ailleurs notre directeur de thèse l'a écrit quelque part et l'a publié, fait cette... on ne la revendique pas comme telle, c'est pas non plus un coup de génie, mais c'est simplement le fait que ça sort du calcul, et ce calcul lui-même s'appuie sur une intuition initiale. Donc, c'est la première prédiction, l'énergie noire. Et la deuxième, nous avons aussi rapatrié certaines des idées de ceux qui s'intéressaient à ce qu'on appelle le champ de Higgs, dès les années 60. Donc on n'a pas été très originaux là-dessus, mais cependant, la conclusion qu'on en a tirée était intéressante parce que nous avons pu montrer qu'il existe un champ à l'échelle donc de ce qu'on appelle l'échelle du Big Bang, un champ qui est un champ scalaire, là aussi, mais avec des propriétés très particulières que nous avons en fait raccordées, c'est pas nous qui l'avons raccordé, mais que l'on rapproche, qui sont en fait des propriétés typiques du champ de Higgs. Très important, parce que quand on fait aujourd'hui émerger ce fameux boson de l'accélérateur du CERN, on voit apparaître évidemment l'association entre la particule et le champ. Et en fait, ce champ initial, eh bien, nous montrons qu'il était là à l'échelle du Big Bang. Donc pour nous, ça a été une confirmation très forte. On n'a pas besoin d'inventer en fait une particule nouvelle, parce que celle qui est découverte, que d'ailleurs le physicien Lederman appelle la particule Dieu, c'est un nom un peu spectaculaire aussi, prix Nobel quand même, et donc on sait pourquoi il le dit, mais en tout cas, il apparaît que ce champ est intimement mêlé à l'histoire de l'univers, et en particulier au Big Bang. Nous avons malheureusement le temps plus que pour une question, monsieur. Je vous mets la pression, c'est la dernière, il faut qu'elle soit bonne. Oui, une question pour faire redescendre le débat au niveau du simple mortel et puis rire un peu. Igor Ignishka, vous avez longtemps soutenu l'hypothèse d'une vie dans l'au-delà, en tout cas d'une vie au-delà de la planète Terre. Sur l'antenne de France Inter, il y a quelques jours, vous l'avez affirmé avec force et conviction. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? C'est peut-être des choses qui vous concernent le plus, là, tous autour de nous. Mais on sait aujourd'hui que la question de la vie extraterrestre est sur le point d'être résolue par des mécanismes qui nous permettent d'observer. Ce sera une expérience. Ce qui se passe en ce moment, là, depuis un mois, sur la planète Mars, à 80 et un
peu plus millions de kilomètres de la Terre, la sonde Curiosity qui fouille le sol et le sous-sol de Mars dans l'espoir d'y trouver soit une trace d'une vie qui a pu émerger en même temps qu'elle a émergé sur la Terre il y a à peu près 3 milliards et demi d'années, un peu plus, 3 milliards 800 millions d'années. Probablement, en tout cas les cosmologistes le pensent, les astrophysiciens le pensent, les exobiologistes le pensent, il est probable que la vie a émergé à peu près au même moment sur la planète Mars. Peut-être aussi que l'on trouvera, c'est une hypothèse de laquelle d'ailleurs j'ai parlé il y a pas plus tard qu'hier avec quelqu'un qui est impliqué justement dans ces recherches-là, ils se disent, mais au fond, pourquoi parle-t-on simplement de forme de vie disparue? Il est peut-être possible, il est possible qu'on trouve des micro-organismes très élémentaires, certes, mais qui seraient encore là, enfouis dans le sous-sol de Mars, dans la glace, etc. On n'exclut pas l'hypothèse d'y rencontrer des micro-organismes vivants encore aujourd'hui. Donc, selon nous, et en effet, vous l'avez rappelé sur France Inter, on dit, mais on le dit depuis des années, la vie est une propriété émergente des lois sur lesquelles repose l'univers. Nous pensons que l'univers, et nous n'avons pas été les premiers à le dire, est le résultat d'une complexité croissante. On passe à l'époque du Big Bang, d'un univers qui est extrêmement élémentaire, où il y a quelques minutes après le Big Bang, on ne rencontrera qu'un plasma de gaz d'hydrogène, enfin des noyaux d'atomes d'hydrogène, qui devient de l'hydrogène en se refroidissant. Bon, tout ça a donné lieu quand même, 13 milliards et 750 millions d'années après, nous sommes le résultat de cette aventure de la complexité. Ce qui s'est passé, et cette aventure de la complexité est encadrée par un certain nombre de lois, elle ne se fait pas au hasard. Comme le disait Grishka en rappelant la fameuse phrase de George Smoot, l'univers n'est pas le fruit d'un accident cosmique, nous pensons que la vie n'est pas non plus le fruit d'un accident cosmique, contrairement à ce que, à la suite par exemple, les travaux de Jacques Monod, qui a, à travers le hasard et la nécessité, son livre éponyme de l'époque, c'était un vrai succès, et il a diffusé très largement l'idée que la vie serait apparue sur la Terre par hasard. Nous pensons que non. Nous pensons qu'il existe un certain nombre de lois qui contraignent le hasard et qui font que, bien sûr, le hasard existe à notre échelle. Bien sûr que nous en faisons tous les jours l'expérience. Mais ce hasard est encadré par un système de lois beaucoup plus vaste. Et ce sont ces lois, celles décrites par Poincaré, mais aussi par quantité d'autres physiciens ou mathématiciens, ce sont ces lois qui guident l'évolution au niveau cosmologique de l'univers, depuis sa naissance au moment du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Donc nous pensons en effet, et là je reprendrai une des citations que nous devons à un très grand mathématicien qui s'appelle Hermann Weyl. Weyl a ajouté son nom à la théorie des groupes, et il y a même un groupe qui s'appelle le groupe de Weyl, duquel d'ailleurs Grishka et moi nous sommes servis dans nos thèses. Il se trouve que Weyl, qui était donc à Göttingen, lui aussi comme Minkowski, comme Einstein, comme la plupart des grands physiciens auxquels Grishka a fait référence tout à l'heure, Weyl dit ceci: il existe au sein même de la nature une harmonie cachée qui se reflète dans notre esprit sous la forme de lois mathématiques simples. C'est une phrase magnifique parce qu'elle nous dit que cette harmonie qui existe entre le monde physique et le monde mathématique se reflète dans notre esprit sous la forme de lois mathématiques. C'est-à-dire que nous sommes capables de saisir l'harmonie profonde sur laquelle repose le réel à travers des formules mathématiques. C'est ce que nous pensons. Et lorsque on fait référence à travers la fameuse phrase d'Einstein à la pensée de Dieu, nous disons à travers cette phrase-là que la pensée de Dieu est d'essence mathématique. Et nous pensons que le monde, justement, ne répond pas ou n'obéit pas complètement aux lois du hasard. Certes, le hasard existe, mais au niveau profond, le hasard n'existe pas parce que l'essence mathématique sur laquelle le monde repose le lui interdit. Igor, merci. Grishka Bogdanov, merci beaucoup. Malheureusement, nous arrivons.